J'étais en pleine réconciliation du 3e trimestre lorsque mon ordinateur portable a sonné pour un appel vidéo entrant. Maison Wexler clignotait sur l'écran comme un voyant d'avertissement. J'ai hésité, puis j'ai cliqué sur accepter. Le visage de ma mère a rempli l'écran, pratiquement rayonnant. Léona, ma chérie, nous avons une nouvelle merveilleuse, a-t-elle gazouillé. Cette voix, ce ton, cela signifiait toujours que j'étais sur le point de perdre quelque chose. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, tapotant mon stylo contre le bureau. Qu'est-ce qui se passe? Papa est apparu à côté d'elle, souriant comme un homme qui venait de gagner à la loterie. Tu sais à quel point Brun stresse pour le mariage? Tout est arrangé maintenant. Oh, dis-je prudemment. Maman a joint les mains. Nous avons vendu ta maison du lac. La pièce a basculé. Vous avez quoi? Ta maison du lac, répéta-t-elle comme si je ne l'avais pas entendu. Nous avons eu une offre incroyable, au-dessus du prix demandé, et c'est parfait. Nous avons viré la compte pour le lieu de réception ce matin. N'est-ce pas incroyable? Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Cette maison n'était pas seulement une propriété. C'était mon intimité. C'était la paix. C'était à moi. Tu ne l'utilisais même pas, a ajouté papa. Elle est vide depuis des années. Je travaillais, papa. À Boston. Pas en vacances. Exactement, a chanté maman. Alors pourquoi laisser toute une maison se perdre? Brun mérite un beau mariage, et de cette façon, elle obtient tout ce dont elle a rêvé. C'est ton cadeau pour elle. J'ai senti quelque chose se serrer et se bloquer dans ma poitrine. C'est merveilleux, ai-je réussi à dire. Maman a applaudi. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si généreuse. Brun va être ravi, a ajouté papa. Elle l'est déjà, a dit maman. Elle a choisi sa robe hier. Attends de la voir. C'est de la soie cousue main d'Italie. Ils ont continué à parler, souriant comme si nous planifions des vacances et non comme s'ils disséquaient ma vie. Je regardais leur visage, plein de célébration, totalement inconscient. Bref, a dit maman en ajustant la caméra, nous voulions juste partager la bonne nouvelle. Je t'aime, ma chérie. Je vous aime, ai-je répondu avec un calme exercé et j'ai cliqué pour mettre fin à l'appel. Le silence qui a suivi était plus fort que tout ce qu'ils avaient dit. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai attrapé mon téléphone. Il n'y avait qu'une seule personne que je devais appeler. J'ai acheté la maison du lac quand j'avais 28 ans. Seul. Sans co-signataire. Sans félicitations de la maison. Juste moi, un avocat immobilier et un banquier qui m'appelait le monsieur dans la chaîne de courriel. Elle se trouvait sur un coin tranquille du lac Champlain avec une large véranda et un quai qui s'avançait comme une mâchoire têtue. Je l'ai meublé lentement, des livres d'occasion, un fauteuil usé, des couvertures tissées à la main par un artisan du Vermont qui ne se souvenait jamais de mon nom. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi le seul espace non touché par la culpabilité, l'attente ou la performance. Je ne l'ai même pas dit à ma famille avant 6 mois plus tard, et quand je l'ai fait, ma mère a à peine levé les yeux de ses mots croisés. Ça doit être bien, avait-elle dit. C'est le premier mois où j'ai commencé à envoyer de l'argent à la maison. C'était subtil au début, $300 par-ci, un paiement de carte de crédit par-là, les frais de scolarité de Brun, le chauffe-eau, le leasing de la voiture de papa. La deuxième année, c'était automatique, programmé, aseptisé par des comptes de société écran et des virements en ligne. Je ne l'ai jamais mentionné. Ils n'ont jamais demandé d'où ça venait. C'était plus facile comme ça pour eux. À un moment donné, j'ai arrêté de compter. J'ai aussi arrêté de visiter la maison. Ça faisait moins mal de l'imaginer immaculée et intacte que d'y retourner et de la trouver remplie des besoins des autres. Mais une chose que je n'avais pas oubliée, que je ne pouvais pas oublier, c'est ce que j'avais fait 18 mois après la signature. J'ai transféré l'acte de propriété à une société holding que j'avais créée pendant mes études supérieures, ou Exmont Holdings. Elle était en sommeil jusqu'à ce que je lui donne un but. Personne d'autre ne le savait, pas même Nathalie. Je ne l'ai pas fait parce que je m'attendais à ce qu'il me vole. Je l'ai fait parce qu'au fond de moi, je savais qu'il pourrait le faire. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert le lecteur crypté. Tout était là, l'acte de propriété original, les documents de transfert, les déclarations fiscales, une police d'assurance discrète cachée à la vue de tous. Puis j'ai appelé Nathalie. Nathalie a décroché à la deuxième sonnerie.
Léona. Waouh. Ça fait un bail. J'ai besoin d'une faveur, ai-je dit. Quelque chose de juridique. Quelque chose de gros. Elle n'a pas sourcillé. Je t'écoute. Je crois que mes parents viennent de vendre une maison qui ne leur appartenait pas. Il y a eu une pause. Pardon? J'ai tout expliqué, comment ils avaient appelé ce matin, rayonnant comme s'ils avaient gagné à la loterie, annonçant fièrement qu'ils avaient vendu ma maison du lac pour payer le mariage de Brun, comment ils en parlaient comme si je devais être fier. Et voilà le truc, ai-je ajouté en ouvrant le PDF sur mon écran. Ils n'ont pas vendu ma maison. Ils ont vendu une propriété appartenant à Wexmont Holdings. Ta société holding, a dit Nathalie, sa voix se tendant. Celle que nous avons créée ensemble. Exactement. J'ai déplacé l'acte il y a des années. Je viens de vérifier, il est toujours au nom de Wexmont. Ils ont falsifié ma signature sur les documents de vente. Jésus, Léona. Ils ont toujours su où était la clé, où étaient les papiers. Je leur ai fait trop confiance. Tu leur as tout donné, a-t-elle corrigé, et ils l'ont utilisé pour commettre une fraude criminelle. J'ai expiré lentement. Ce mot rend les choses réelles. C'est réel, et s'ils ont encaissé ce chèque, c'est aussi traçable. J'ai minimisé les fichiers de l'acte et me suis rassise sur ma chaise. Ai-je une affaire? Nathalie a ri amèrement. Tu n'as pas seulement une affaire, tu as une bombe nucléaire. Falsification, fausse déclaration, vol d'actifs d'entreprise. Ce n'est pas juste une querelle de famille, Léona. C'est criminel. J'ai regardé l'écran, les visages souriants de mes parents figés dans la vignette de l'appel. Ils pensaient s'en être tirés à bon compte. Ils pensaient que j'allais acquiescer, envoyer un cadeau, peut-être proposer de payer pour le groupe de musique. Je leur envoie de l'argent depuis des années, ai-je dit doucement. Hypothèque, carte de crédit, les prêts de Brun. Je ne voulais pas de reconnaissance. Je ne voulais juste pas qu'ils se noient. Le ton de Nathalie s'est adouci. Et ils se sont retournés et t'ont entraîné avec eux de toute façon. J'aurais dû leur couper les vivres. Tu as essayé. Tu t'es acheté une île. Ils ont juste pagayé jusqu'à toi. Je n'ai pas répondu. Je rédigeais déjà les documents. Ma main ne tremblait pas. Pas cette fois. Laisse-moi deviner, a dit Nathalie. Tu n'appelles pas pour te défouler. Non, ai-je dit. J'appelle pour me battre. Le modèle était déjà dans les dossiers de Nathalie. Nous l'avons modifié, échangé les noms, les dates et le numéro d'identification de la propriété, puis nous l'avons soumis à l'avocat de Wexmont pour un examen formel. En 48 heures, un avis de saisie a été préparé, notarié et envoyé à la porte d'entrée de mes parents par courrier recommandé. Pas de menaces, pas d'explications, juste les faits, la vente n'était pas autorisée, l'acheteur avait été escroqué, et tous les produits de la vente étaient gelés en attendant une enquête judiciaire. Wexmont Holdings faisait valoir ses droits. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai même pas appelé. Au lieu de cela, j'ai ouvert notre ancien chat de groupe familial, celui qui était en sourdine depuis plus d'1 an, et j'ai envoyé un seul message, vérifiez votre courrier. C'était tout. Ensuite, j'ai fermé l'application, éteint mon ordinateur portable et préparé du thé. J'ai attendu dans le calme de mon appartement, le seul bruit étant le tintement de la cuillère contre la porcelaine. Le silence était vif mais pas vide. Ils m'avaient voulu silencieuse, obéissante, la figure de l'ombre qui maintenait les lumières allumées. Alors, je leur ai donné ce qu'ils demandaient, une version du silence qu'ils ne sauraient pas comment gérer. Le matin, 3 messages clignotaient sur mon écran. Un de maman, chérie, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Le facteur a déposé quelque chose de déroutant. Un de papa, on devrait parler, Léona. Et un de Brun, c'est à propos de ta stupide maison, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je les ai tous transférés à Nathalie. Elle a répondu 2 minutes plus tard, ils sont secoués. Bien. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai regardé la ligne d'horizon grise de Boston. Je n'avais pas encore gagné, mais quelque chose avait changé. Pour une fois, ce n'était pas moi qui attendais d'être pardonné. Ce n'était pas moi qui nettoyais le gâchis de quelqu'un d'autre. Cette fois, ils allaient sentir ce que c'était que de se trouver dans une tempête qu'ils ne pouvaient pas voir venir. Le premier courriel de Destiny est arrivé à 6h42. Objet, problème de paiement urgent, mariage Gilmore.
Elle était polie au début, presque désolée. Bonjour Léona, je fais suite à plusieurs paiements refusés liés à l'événement à venir. Le lieu de réception a demandé une confirmation immédiate, et le fleuriste demande un nouvel acompte. Quelqu'un de votre famille peut-il m'appeler? Je n'ai pas répondu. À midi, il y en avait 5 de plus. Le ton a changé. Le désespoir transparaissait dans les phrases. Le groupe exige de l'argent comptant à l'avance. Le Grand Vista dit qu'ils libéreront votre date s'ils n'ont pas de nouvelles dans les 48 heures. Veuillez me conseiller dès que possible. J'ai fait une capture d'écran de chaque message et je les ai transférés à Nathalie. Elle a répondu avec un simple pouce levé. Pendant ce temps, Brun publiait des selfies de mariés comme si de rien n'était. Son Instagram était un compte à rebours de mariage dans des tons pastels doux, robe en dentelle, mains manucurées, flûte de champagne en équilibre sur des orteils pédicurés. Dernier essayage avant le grand jour. J'ai hâte d'épouser mon prince. Bénie rayonnante. Les commentaires étaient pleins d'émojis en forme de cœur et de d'objectifs. Aucun de ses abonnés ne savait que les chèques étaient sans provision ou que le quatuor à cordes n'avait pas confirmé. L'illusion tenait, pour l'instant, mais je pouvais voir les fissures se former. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin et lu les dernières nouvelles de Destiny. Celui-ci était marqué Urge, réponse requise. Bonjour Léona, j'ai maintenant reçu des avertissements de cette fournisseur concernant des annulations imminentes. J'ai essayé de contacter vos parents mais je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. S'il vous plaît, mon nom est sur certains de ces contrats. Ma réputation est en jeu. Pourtant, je n'ai rien dit. Ils ont construit ce fantasme sur de l'argent qu'ils ne possédaient pas, sur une maison qui n'était pas la leur, et sur la conviction que je resterais silencieuse pour toujours. Mais le silence ne signifie pas la reddition. J'ai versé un autre verre et j'ai ouvert le dossier que Nathalie avait envoyé, les documents officiels de l'injonction, préparés pour être déposés le matin. Ce n'était plus un avertissement. C'était le début de l'effondrement. À 9h15, Nathalie avait déposé l'injonction. Le greffier du tribunal a confirmé la réception. Le juge assigné à notre affaire avait une réputation d'efficacité et, en quelques heures, une ordonnance de restriction temporaire a été émise. La vente était gelée. Tous les fonds ont été signalés pour enquête pour fraude. La position juridique de Wexmont Holdings était désormais officielle. Mes parents n'avaient pas seulement vendu une maison, ils avaient tenté de blanchir des biens volés par le biais d'une boucle fermée de droits acquis et de présomptions. Je n'ai pas eu besoin de l'annoncer. L'avalanche a commencé d'elle-même. En fin d'après-midi, mon téléphone a commencé à vibrer. La discussion de groupe familial, silencieuse depuis des mois, s'est allumée comme une fusée éclairante. Maman, chérie, il y a un problème avec la banque. Peux-tu vérifier? Papa, Léona, nous recevons des appels étranges de la société de titres. Brun, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. Puis sont venus les appels téléphoniques et 10 appels manqués en moins de 30 minutes. J'ai mis le fil en sourdine et j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir. Laissez-les s'agiter. Laissez-les deviner. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur un courriel de l'agent d'entiercement, avec mon avocat en copie, tous les décaissements ont été mis en attente en attendant un examen juridique. Un autre message a suivi quelques minutes plus tard de l'agent immobilier de l'acheteur, veuillez nous contacter immédiatement pour clarifier la structure de propriété. Notre client est extrêmement préoccupé. J'ai pris une longue gorgée de café et j'ai rafraîchi la boîte de réception de Destiny. Un nouvel objet était apparu, Ed. Je perds le contrôle du mariage. Elle n'avait aucune idée à quel point les choses allaient empirer. Je n'aimais pas voir les choses s'effondrer, pas de la manière dont Brun l'aurait fait si les rôles avaient été inversés. Mais il y avait une satisfaction tranquille et brutale à laisser la cause rencontrer les faits. Ils avaient agi sans demander, sans vérifier, sans jamais considérer que je pourrais ne pas simplement me laisser faire. Maintenant, l'argent était bloqué, le calendrier était fichu, et chaque appel qu'il passait se heurtait au même mur, mon silence. J'ai fermé tous les onglets sauf un, le statut en direct de l'ordonnance de restriction. Active, était-il écrit. Nathalie a texté, ils vont sentir ça demain matin. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. L'appel est arrivé juste après minuit. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu quand même. Une partie de moi voulait entendre à quel point ils étaient tombés bas. Léona? La voix de ma mère était presque méconnaissable. Ma chérie, s'il te plaît,
ne raccroche pas. Je n'ai rien dit. La voix de papa est venue ensuite, fragile mais essayant toujours de rester calme. On a juste besoin de parler. Il y a eu une certaine confusion. Quelque chose avec la banque. Vous voulez dire l'enquête pour fraude, ai-je dit. Cette confusion? Un silence s'est étiré. Léona, nous ne savions pas, a chuchoté maman. Nous pensions. Vous pensiez quoi? Ma voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Que la maison était juste là à attendre que vous la vendiez? Que vous aviez droit à quelque chose que vous n'aviez jamais mérité? On avait besoin de l'argent, dit-elle, presque enfantine. Le mariage de Brun. Vous avez eu de l'argent, les jeux interrompus. Et les 800 $ par mois pendant 4 ans? J'ai payé votre hypothèque. Couvert vos cartes de crédit, les paiements de la voiture, la moitié des frais de scolarité de Brun. Plus de silence. Je pensais que ça venait d'un parent, a murmuré papa. C'était le cas, ai-je dit. Celui que vous avez élevé. Celui que vous avez appris à être utile, pas aimé. Maman a commencé à pleurer et des sanglots bruyants et saccadés. On ne savait pas que c'était toi. Non, vous ne vouliez pas savoir. Parce que si vous l'aviez su, vous auriez dû vous sentir coupable de la facilité avec laquelle vous avez pris. On essayait juste de garder la tête hors de l'eau, a dit papa. Tu t'en sors si bien, et... Et c'est pour ça que vous avez pensé que je ne remarquerais pas quand vous m'avez volé? Ne dis pas ça, a pleuré maman. Nous sommes une famille. Non, ai-je dit doucement. Vous n'avez pas élevé une fille. Vous avez élevé un filet de sécurité. Il n'y avait pas de cri de l'autre côté. Plus d'excuses. J'étais votre ange gardien, ai-je dit. Et vous l'avez volé. J'ai raccroché, non pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Mon téléphone s'est rallumé quelques secondes plus tard. Je l'ai éteint et je me suis assise dans le noir, le seul son dans la pièce étant ma propre respiration. Ils n'appelaient pas pour arranger les choses. Ils appelaient parce qu'ils réalisaient enfin ce que cela signifiait de me perdre. Le titre a fait la une des journaux locaux 2 jours avant l'audience, la famille de la mariée accusée de fraude immobilière pour financer un mariage à 120 000 $. Je ne l'ai pas divulgué, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Destiny, l'organisatrice, a fait une déclaration à la presse, en larmes et en colère. Elle a dit qu'elle avait été trompée, qu'elle se retrouvait avec des milliers de dollars de pertes de fournisseurs et une réputation ruinée. Les commentaires étaient brutaux. La sympathie n'allait pas à Brun. Au tribunal, le procureur a tout exposé, les signatures falsifiées, la vente illégale, la piste financière remontant à Wexmont Holdings. Ils m'ont appelé à la barre en premier. J'ai parlé simplement, pas de larmes, pas de vengeance, juste des chiffres, des chronologies et des reçus. Mes parents étaient assis à la table de la défense, raides et pâles. Leur avocat n'a pas dit grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Puis Brun a pris la barre. Elle a duré 3 minutes avant de s'effondrer. Elle est jalouse, a-t-elle crié en me montrant du doigt. Elle a toujours été jalouse. Elle ne pouvait pas supporter que ce soit mon tour d'être heureuse. Mademoiselle Wexler, a averti le juge. Elle ne veut pas de famille. Elle veut juste tout gâcher. La sécurité était déjà en mouvement avant que le juge ne donne l'ordre. Ils l'ont escortée dehors alors qu'elle renversait sa chaise. La salle était de nouveau silencieuse. Le juge s'est tourné vers mes parents. Monsieur et Madame Wexler, vous n'avez pas seulement violé la loi. Vous avez violé la confiance. Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas prévenu. Vous avez falsifié le nom de votre fille et traité sa propriété comme un distributeur automatique familial. La lèvre de maman a tremblé. Papa a juste regardé le sol. Quand vous avez falsifié son nom, a dit froidement le juge, vous avez renoncé au droit de vous appeler sa famille. Le marteau est tombé. Des accusations ont été portées. La sentence suivrait. Dehors, les caméras attendaient. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à marcher devant les journalistes, devant les flashs, devant les marches du palais de justice. Je ne me sentais pas triomphante, mais je me sentais finie. La maison du lac était exactement la même. Même volets blancs écaillés, même marche de véranda qui grince, même carillons éoliens que ma mère avait achetés un jour lors d'un voyage sur la route et oublié le lendemain. Mais elle ne me semblait plus être la mienne. J'ai traversé chaque pièce lentement.
Les meubles étaient tels que je les avais laissés, intacts, intouchés. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Ça sentait le souvenir, pas la maison. Chaque coin recelait un fantôme de quelque chose qui me réconfortait autrefois. Maintenant, cela me rappelait simplement avec quelle facilité le confort peut être retourné contre vous. Je me suis arrêté près de la bibliothèque, mes doigts traçant le dos d'un roman que j'avais relu pendant de longues vacances d'hiver. J'avais l'habitude de rêver dans cette maison, de planifier des avenirs, de respirer librement. Puis j'ai pensé à l'appel, celui où ils m'ont dit qu'elle était partie comme si elle n'avait jamais compté. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé le lac, immobile comme du verre. C'était mon sanctuaire, ma preuve que je pouvais construire quelque chose sans eux. Maintenant, ce n'était plus qu'une boîte remplie des suppositions de quelqu'un d'autre. Je me suis levé, j'ai sorti le trousseau de clés de ma poche et je suis retourné à la cuisine. Il n'y a pas eu de geste dramatique, pas de claquement. J'ai simplement posé les clés sur le comptoir, une sortie silencieuse d'un endroit qui n'avait plus besoin de moi et dont je n'avais plus besoin. J'ai fermé la porte derrière moi et je n'ai pas regardé en arrière. De retour à Boston, je me suis assise par terre dans mon appartement et j'ai ouvert mes contacts. Un par un, je les ai supprimés, maman, papa, Brun, chaque cousin qui a envoyé des messages empreints de culpabilité sur le maintien de l'unité familiale. Ça n'a pas piqué. C'était comme faire le ménage. Puis j'ai ouvert un nouveau compte dans une petite coopérative de crédit à laquelle personne de mon passé n'avait accès. Pas d'autorisation conjointe, pas de virements automatiques. Juste le mien. Quand l'appel est arrivé, j'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale, mais j'ai répondu. Ici le détective Rowe, a dit la voix. Je pensais que vous aimeriez savoir, votre affaire en entraîne d'autres. Nous avons eu 3 autres enfants adultes qui ont signalé des abus financiers depuis votre audience. Ils ont vu votre histoire. Pendant un moment, je n'ai pas parlé. Puis j'ai dit, bien. Parfois, il faut une personne prête à tout faire brûler. Je ne l'ai pas brûlé, ai-je dit. Ils l'ont fait. J'ai juste arrêté de les protéger de la fumée. Il a fait une pause, puis a raccroché. J'ai regardé l'écran un peu plus longtemps, puis je l'ai éteint. Cette nuit-là, j'ai fait un petit sac. Je n'ai dit à personne où j'allais. Personne n'avait besoin de savoir. La seule destination qui comptait était un endroit où ils ne pourraient pas me suivre. Au lever du soleil, je suis monté dans un train en direction du nord. Je n'avais pas d'adresse, juste une idée. Les arbres défilaient flous par la fenêtre, et pour la première fois depuis des années, je ne calculais pas les besoins de quelqu'un d'autre. Je ne vérifiais pas mon solde pour couvrir l'erreur de quelqu'un d'autre. Le téléphone sur mes genoux n'a pas vibré une seule fois. Personne ne savait où j'étais. Personne n'attendait rien. Et pour la première fois de ma vie, ce silence ne ressemblait pas à un exil. Il ressemblait à la liberté.